Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Véronique Garcia. Bonjour Véronique. Bonjour Daniel. Alors Véronique, tu es ingénieure horticole, botaniste de terrain, conférencière et formatrice sur les usages des plantes. Tu es animatrice de stages, d'ateliers, tu fais plein de choses. C'est incroyable ce que tu peux proposer. Alors aujourd'hui Véronique, tu as accepté de faire cet échange pour présenter un petit peu les plantes médicinales. Mais avant de parler plantes médicinales, on va peut-être plus aller en profondeur, ne serait-ce que pour les spectateurs de cette vidéo, te présenter en quelques mots, juste dire qui tu es, Véronique Garcia, en plus de tout ce que je viens de dire. Je te remercie beaucoup Daniel de m'avoir proposé cette interview pour parler de mon sujet favori et c'est un sujet qui concerne tout le monde, toutes les générations, tous les âges. Moi je suis ingénieur horticole de formation, mais ça fait plusieurs années que j'ai lâché, on va dire, ma casquette d'ingénieur horticole pour m'intéresser à l'origine des plantes cultivées, qui sont les plantes sauvages. Et de ce fait, je suis devenue botaniste pour aller explorer justement les milieux naturels à la recherche de ces plantes qui sont tombées souvent dans l'oubli et pour les remettre donc à la surface. Donc moi j'ai deux grands enfants, deux grandes filles qui ont quitté le nid, ce qui me permet de me consacrer à ma passion et de décliner beaucoup d'activités, toutes ces activités étant tournées vers la diffusion des savoirs afin de permettre aux gens de se rapprocher donc de ce milieu naturel qui est de plus en plus ignoré. J'habite dans le Cantal, dans les monts du Cantal. Alors pourquoi? Parce que c'est encore, enfin les montagnes sont en France les derniers lieux de vie sauvage où on retrouve une grande diversité de milieux naturels et donc de plantes. On va dire que beaucoup de plantes qui étaient communes ont disparu des plaines et des vallées et se sont réfugiées dans les montagnes. C'est là qu'on retrouve encore quantité d'espèces, des fois en petit nombre. Mais c'est une excellente vitrine pour connaître notre flore nationale. J'ai quitté en 2013 mon emploi de responsable espace vert, pour m'adonner donc à la connaissance des plantes et pour retrouver aussi les savoirs qui y sont attachés, afin de les remettre en mouvement, parce qu'un savoir qui ne bouge pas, c'est un savoir qui meurt. Et donc cette recherche, ça s'appelle l'ethnobotanique. Ça passe à travers la recherche documentaire, ça passe surtout à travers des échanges humains, puisqu'il y a encore beaucoup de bribes de ce savoir qui sont dans les mémoires collectives autour de moi. Il n'est pas rare que quelqu'un connaisse encore l'usage d'une plante que lui a légué sa grand-mère. Donc je passe beaucoup de temps à ça. Autour de ça, bien, j'organise des activités qui sont des stages, des animations, des balades, des ateliers, des échoppes médiévales dans les fêtes médiévales pour intéresser les gens et leur montrer que c'est un savoir qui peut être utilisé au quotidien, qui est à la portée de tous et qu'il faut absolument retransmettre aux enfants pour que eux deviennent les dépositaires de ce savoir. Et c'est ce savoir qui, à mon avis, va nous permettre de sauver plusieurs espèces parce que les sauver de l'oubli, c'est les sauver aussi de l'extinction. Moi, j'ai un peu débordé sur la présentation, mais j'aime pas trop parler de moi en fait. Je trouve pas ça le sujet le plus intéressant. Et voilà. Mais c'est toujours joli une belle présentation faite par la personne la plus concernée qui est soi-même, que d'être présenté par quelqu'un d'autre, pas forcément avec les bons mots ni les mots adaptés. Donc cette transmission de savoir, comme on a vu, comme tu l'as dit, tu la proposes sous forme de stage, mais aussi sous forme de conférence, d'animation. Et la forme du savoir dans ce qui concerne les plantes médicinales, elle est très importante. Ça permet aussi d'éviter la toxicité de certaines plantes. C'est un usage un petit peu intempestif en se disant oui, mais ça je sais, ça je connais. C'est un peu comme les champignons, c'est ça je sais, mais des fois il peut y avoir une intoxication derrière parce qu'il va y avoir un mauvais élément ou un élément pas adapté dans le panier. Donc, c'est aussi ce rappel. Il y a beaucoup de livres qui existent sur les plantes médicinales. Euh, dans une, euh, dans une société moderne où on vit avec 90% de chimie dans le corps, par le biais
le biais de plein d'informations, hein, une chimie médicamenteuse, une chimie alimentaire également, une chimie de pesticides, etc., etc. Et c'est important de pouvoir se réaligner avec le côté holistique de la médecine dite naturelle. Et c'est en ça où, pour moi, c'était important d'avoir cet échange aujourd'hui avec toi. C'est remettre en avant ce regard que l'on peut avoir sur les plantes et peut-être quelques informations supplémentaires sur qu'est-ce que c'est exactement la médecine naturelle, qu'est-ce que c'est les plantes médicinales. Alors, les plantes médicinales, en fait, c'est quasiment toutes les plantes qui nous entourent. En fait, chaque fois que je m'intéresse à la question médicinale pour une plante, une fleur, un arbuste champêtre, je me rends compte qu'il n'y a pas de plante autour de nous qui ne soit pas inactive sur le plan chimique. Elles contiennent toutes des substances actives, mais certaines sont plus puissantes que d'autres, ont été reconnues depuis des siècles, voire des millénaires, comme étant des plantes majeures, parce qu'elles ont répondu aussi à des enjeux essentiels pour les humains. Je parle par exemple de l'Achillée millefeuille, donc c'est une plante dans le Massif central qui est très commune. C'est ces petites fleurs blanches que la plupart confondent avec la carotte, les fleurs de carotte, que d'autres craignent pour confondre avec la ciguë. Eh bien, l'Achillée millefeuille, on l'a retrouvée dans des tombes du Néolithique. C'était une plante magique qui était utilisée déjà par les femmes chamanes. Les plantes magiques ont toujours été associées à la médecine. Et donc cette plante, elle avait une aura incroyable parce que elle est extrêmement puissante pour soigner tous les problèmes liés à la circulation du sang, que ce soit des traumatismes, des plaies. Et Dieu sait que pendant les siècles de guerre qui sont succédés, il y avait des plaies tous les jours, mais aussi les plaies liées au travail. Lorsqu'on était en société rurale, les charpentiers, les menuisiers se blessaient constamment au travail. Donc elle a été utilisée pour soigner tous les problèmes liés au système sanguin. Et encore aujourd'hui, elle peut nous permettre de lier des maladies beaucoup plus, on va dire, insidieuses et internes, comme par exemple la production de globules rouges par la moelle osseuse. Il semblerait qu'elle ait aussi une action sur cette production. Donc elle est absolument pas obsolète et pourtant elle a plusieurs milliers d'années. Et donc c'est une plante aussi qu'on peut consommer. On peut consommer ses feuilles, en faire une sorte de persillade pour saupoudrer ses aliments. Et le plus intéressant, c'est que par exemple, elle aurait un effet sur les reflux gastriques. Les personnes qui ont des remontées d'acidité liées des petits soucis anatomiques internes, eh bien, pourraient bénéficier de l'action de cette plante pour soulager leurs problèmes de reflux gastrique. Donc, toute plante a une activité. Il y en a certaines qui sont portées au pinacle, et à juste titre. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus anodines. Le plus important, c'est de se dire qu'on a toujours à portée de main dans son environnement une plante pour se soigner. Et je l'ai vérifié par moi-même à toutes les altitudes, dans tous les milieux, toutes les régions. À partir du moment où, bien sûr, il reste encore un morceau de terre naturelle, eh bien, on peut trouver des plantes qui ont des propriétés équivalentes. Et donc, du coup, il ne sert à rien d'aller chercher, je vous dirais, l'arnica des montagnes perchée à 1300 mètres d'altitude, voire 1500 mètres d'altitude, alors qu'en fait, la pâquerette ou l'inul qui pousse sur l'écosse de l'Aveyron ont les mêmes propriétés pour soigner les traumatismes et les coups. Mais ça fait partie d'une mémoire populaire qui n'a pas été, qui n'a souvent pas survécu en fait à la modernisation. Il suffit simplement de la remettre en activité. Oui, ce que tu dis est très juste. En fait, on va chercher une solution connue, hein, commune. Et très souvent, on a tendance à ne pas regarder ce que l'on a directement à portée de main, à portée de jardin ou même à portée de balade forestière. Et par rapport aux plantes médicinales, hein, est-ce que les plantes, ça va être l'ensemble du règne végétal au sens large du terme, du sens noble du terme, ou est-ce que ça va être plus des herbacées spécifiques en fonction des symptômes? Par exemple, on parlait de trauma, de douleur, tu parlais de la pâquerette versus l'arnica des montagnes. Est-ce un arbre a des propriétés? On sait par exemple l'acide salicylique par rapport au sol, mais c'est l'écorce qui compte, c'est pas forcément la feuille. Il y a une mésinformation aussi dans le grand public par rapport à l'utilisation des plantes médicinales.
Qu'est-ce que tu pourrais en dire? En fait, j'ai constaté que il y a beaucoup d'ouvrages d'herboristerie, en fait, colportent des informations qui ont été récupérées dans d'autres ouvrages. C'est ce qui se passait au Moyen Âge aussi, on recopiait les manuscrits et puis des fois, il y avait des informations qui se perdaient en cours de chemin. Donc là, l'information se perd pas, mais par contre, elle s'est réduite, elle s'est simplifiée. C'est-à-dire, je prends un exemple, le tamier qui est une très jolie liane qui pousse dans les champêtres du Massif central, est classé comme plante toxique, ce qui est vrai, mais ce qui est faux aussi. C'est-à-dire que c'est une plante qui contient de la toxicité. Cette toxicité est notamment très concentrée dans ses organes de réserve, que sont des grosses racines qui ressemblent un peu à de la patate douce. D'ailleurs, c'est la famille de la patate douce. Mais par contre, depuis des temps immémoriaux, dans le Tarn et en Aveyron, on consomme les jeunes pousses. On appelle ça le répunchou. Et les gens partent chercher le répunchou. C'est une véritable frénésie. C'est comme aller aux champignons, quoi. Il y a une période de 3 semaines, tout le monde part chercher ses ripunchous. Et si vous dites à un Aveyronais, mais c'est toxique ce que vous mangez, il dira, non, mais vous êtes fous. Ça fait des générations que je mange ça et j'en mange même tous les jours. Par contre, les gens savent très bien qu'il faut le récolter à tel stade et ne pas dépasser le stade de la floraison. Donc, il y a un véritable savoir hérité qui permet de consommer des plantes qui sont effectivement avec une activité médicinale très, très élevée. Et donc, c'est ces plantes-là, il faut savoir les manipuler. C'est pas dans un ouvrage où on vous dit qu'elle est toxique, où on dédie 2 lignes à cette plante, que vous allez trouver toutes les informations qui vont vous permettre de l'utiliser. Et c'est là-dessus qu'il faut faire attention. C'est que il faut voir que on n'utilise pas une plante avec une recette. Une plante, c'est un organisme vivant qui évolue depuis la graine jusqu'à ce qu'elle fasse son cycle et refasse des graines. Elle augmente en concentration de substances actives tout au long de son cycle biologique. Donc, selon le stade à laquelle on va la récolter, selon la partie que l'on va récolter, on aura des concentrations différentes. Voilà. Et tout ça, c'est un savoir qui n'a pas pu être transmis que par les ouvrages, hélas. C'est un savoir que les herboristes diplômés, notamment de la faculté de Montpellier, détenaient et utilisaient pour pouvoir soigner les gens. Ils en ont consigné une petite partie dans leurs ouvrages, c'était sous forme de légataire, mais le savoir qu'ils ont accumulé, ça dépasse complètement ce qu'on a pu retenir dans ces ouvrages. Donc à nous de leur trouver ce savoir, et on peut s'appuyer pour ça sur des peuples comme en Inde avec l'Ayurveda, où eux, ils n'ont pas eu cette rupture, ce couperet dans la transmission de l'expérience, parce que voilà, c'est un savoir qui demande de l'expérience pratique, de l'observation clinique et la connaissance des plantes dans leur milieu. Qu'est-ce qui s'est passé en Occident et en Europe, hein, pour rester un peu plus ciblé? Qu'est-ce qui a pu se passer en Europe pour bloquer, pour limiter ce savoir? Est-ce que ça a été l'évolution des médecines dites chimiques, l'évolution des pharmaciens avec donc ces médecines chimiques, ou est-ce qu'il y a eu d'autres processus qui ont limité ou réduit cette transmission? Alors bon, d'emblée, je t'aurais dit il y a à peine quelques mois, c'est simple, en 1940, on a décidé d'arrêter l'enseignement en école d'herboristerie. On a arrêté carrément les écoles d'herboristerie en France. Voilà. Donc on ferme les écoles et les étudiants partent en école de pharmacie. Et ce qui fait que les dernières herboristes ont continué à travailler dans leur officine jusque dans les années 80-90, puisque moi, le premier ouvrage que j'ai acheté, c'est celui de Marie-Antoinette Mulot, qui s'intitule La Bible et le testament de la dernière herboriste de France. Voilà. Et cette dame, elle est décédée, et suite à son décès, son savoir s'est effacé avec elle, mais elle a consigné beaucoup de son savoir dans son ouvrage, enfin, en tout cas de ses observations par rapport à l'usage qu'elle a, enfin l'usage, par rapport aux soins et aux prescriptions qu'elle mettait en œuvre sur ses patients, parce qu'elle a vu passer énormément de patients, peut-être 60 ans de pratique, chose qui s'est complètement perdue maintenant. Alors, en Europe, il y a d'autres écoles qui ont continué de fonctionner. Maintenant, le savoir, on va le chercher à l'extérieur de France, qui est bien dommage. Donc ça a été déterminant. Après, j'ai fait une recherche un petit peu plus fouillée l'année dernière pour monter une conférence, pour créer une conférence autour du thème
pourquoi les plantes locales, les plantes de chez nous, les plantes sauvages locales, sont-elles plus intéressantes? Faut-il les favoriser pour se soigner, contrairement aux plantes importées des autres continents? Ça, c'est un sujet que je voulais vraiment développer. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un peu plus complexe que ça. Il y a eu la montée de la chimie après, en même temps, enfin, après la Première Guerre mondiale et puis après la Deuxième Guerre mondiale encore plus fort. La montée de la chimie qui a permis en fait de créer des médicaments qui, eux, ont permis de soigner des populations très importantes de manière rapide, de manière avec un résultat, on va dire, un résultat qui était mesurable et reproductible, et surtout de produire des médicaments sur un nombre suffisant pour pallier à des grandes crises que sont les guerres, tout simplement, puisqu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu par exemple une épidémie de grippe espagnole. Voilà, et quand il y a ces contaminations de masse qu'on a connues récemment, eh bien, c'est difficile de mobiliser des tonnes et des tonnes de plantes pour se soigner, surtout lorsque les milieux se sont tellement réduits que du coup, ces populations végétales se sont réduites avec. À l'heure actuelle, on n'aurait pas assez de plantes pour soigner toute la population mondiale, en tout cas toute la population citadine, c'est clair. Et puis aussi, ces plantes-là, il faut bien voir que, en période hivernale, elles ne poussent plus. Donc, il faut avoir constitué des réserves suffisantes de plantes séchées pour pouvoir se soigner avec des tisanes, par exemple. Donc, tout ça peut expliquer que la production de médicaments à partir de substances naturelles, hein, parce que tous nos médicaments sont réalisés à partir d'extraits de plantes. Il y a même les molécules de synthèse sont simplement des reproductions de molécules naturelles. Eh bien, tous ces médicaments permettent d'avoir, on va dire, une continuité dans notamment, enfin, des soins, notamment en période de crise. Et ça s'est particulièrement développé en période de guerre. Voilà, il y a beaucoup de substances majeures comme les médicaments contre le paludisme qui ont été développés pendant la guerre du Vietnam, la guerre d'Indochine. Mais on est allé chercher ces molécules dans des plantes, notamment asiatiques, puisque ces plantes asiatiques donc étaient utilisées par les peuples locaux pour se soigner contre le paludisme. Donc en fait, la médecine moderne s'appuie complètement sur la médecine traditionnelle et sur ces plantes. Elle ne peut pas s'en affranchir. Le souci à l'heure actuelle, c'est qu'elle ne veut pas s'en affranchir, mais elle ne fait rien pour préserver ces milieux. Elle ne fait rien pour apprendre aux gens, enfin témoigner que ces plantes sont indispensables, que ce soit à l'économie pharmaceutique ou que ce soit à la santé de l'humanité. Donc, d'un côté, on prône les médicaments, mais de l'autre, on ne sauve pas la ressource végétale. C'est complètement paradoxal parce que la ressource médicamenteuse ne pourra pas continuer à croître, à se développer sans la ressource végétale. À l'heure actuelle, on est parti sur les huiles essentielles, on essaie de revenir à quelque chose de plus naturel, mais sans avoir cette conscience de préserver la ressource et les savoirs locaux. Ce qui fait qu'on est en train de gaspiller et de détruire des ressources au Tibet, des ressources en Afrique en prélevant de manière enfin, des quantités de plantes. Alors j'ai plus, excusez-moi, j'ai plus les noms en tête. Je pensais au cordyceps notamment, ce champignon là du Tibet qui apparemment est très en vogue. Le problème, c'est que ces végétaux ne sont pas en nombre suffisant pour pouvoir fournir toute l'humanité, toute la planète. Donc, il faut absolument, déjà d'une part, se modérer, se raisonner, et puis prévoir des processus pour, on va dire, réguler cette demande et réguler aussi cette fourniture, et aussi, on va dire, des issues de secours qui sont tout simplement, utilisons les plantes qui sont chez nous, remettons en service toutes nos plantes médicinales et aussi l'arboristerie locale. Il faut que chaque arboristerie locale soit partie prenante de ce commerce qui est devenu à l'échelle planétaire. Tu parlais de champignons donc asiatiques. On voit vraiment ce sont des phénomènes de mode. En fonction de telle recherche, de tels symptômes, il va y avoir une émergence de désir de la population de se soigner ou de modifier quelque chose parce qu'il va y avoir une telle information en face qui va dire bah, ça c'est miraculeux, alors tout le monde va y aller. Et il va y avoir une espèce de pillage aussi de, de la plante, de l'arbre ou du champignon. Voilà, il va y avoir une espèce de piège derrière. On reste vraiment dans du non-sens là-dedans? Quel est ton regard en tant que botaniste par rapport à ça?
Alors, le non-sens, il se situe à plusieurs niveaux. Il y a le fait aussi que chacun est maintenant tenu de développer sa conscience, c'est-à-dire à agir en conscience, que ce soit pour limiter l'eau, pour éteindre l'électricité, voilà, pour modérer son usage. Parce que la technologie nous offre des moyens gigantesques, mais en réalité, ces moyens gigantesques sont pas du tout adaptés aux besoins, à nos besoins, et nous entraînent dans une débauche qui correspond pas du tout au fonctionnement normal d'un organisme, qu'il soit humain ou qu'il soit planétaire. Et donc, c'est à nous de faire preuve de modération, de conscience et de nous raisonner. Ensuite, faut vraiment réaffirmer que toutes les ressources ont été distribuées de manière égale, égalitaire et équitable sur tous les continents, dans tous les pays. C'est pas parce qu'on vit dans le désert qu'on ne peut pas se soigner. La preuve, on va chercher cette plante dans le désert dont j'ai mangé le nom parce que vraiment j'ai trouvé ça tellement absurde quoi. Et comme on s'adresse à des populations déshéritées du fait qu'on a aussi détruit leur culture locale par euh, par euh, par les exigences du modernisme, eh bien pour faire de l'argent, elles détruisent leur propre patrimoine. Elles sont incitées à le faire. Ça rapporte de l'argent aussi parce que c'est exotique. Du coup, c'est très curieux. Mais plus ça vient de loin, plus on fait de plus-value et de bénéfices dessus. Bon, revoyons un peu les choses de manière plus sensée et on se rendra compte que on peut faire de belles économies en ramassant soi-même chez soi des plantes qui sont de puissance équivalente et de propriété équivalente. Ça, c'est le début de l'autonomie, c'est-à-dire au lieu de payer quelqu'un pour ramener une plante de l'autre bout du monde, on va la chercher soi-même. Ou alors on fait confiance à un cueilleur et on lui donne les moyens de vivre en France même pour ramasser cette plante. Si moi j'ai fait un petit test, je suis allé acheter des tisanes en pharmacie en 2019 à Aurillac et j'ai demandé d'où provenaient ces tisanes. Et en fait, elles provenaient d'Europe, mais pas de France. Du millepertuis, de l'aquilée qui pousse ici, n'importe quelle plante venait de Bulgarie, de Roumanie, des pays de l'Est. Voilà, il y a toujours cet effet du commerce, cette distorsion du commerce qui fait que ça rapporte aux intermédiaires d'aller chercher les plantes plus loin. On préfère payer les gens de Roumanie moins cher que les cueilleurs de France. Enfin bref, tout ça. En fait, c'est toujours les mêmes mots, MAUX, qui entachent notre société, qui pénalisent aussi notre rapport aux plantes et à la médecine du corps naturelle. Donc, on n'arrivera pas à revenir vers quelque chose de naturel et à un équilibre, à une homéostasie, si on change pas notre rapport au commerce et surtout au commerce, on va dire, des biens naturels, quoi. Ce sont les plantes parmi d'autres, mais quand je parle plantes, c'est l'alimentation, c'est la nourriture, c'est tout ce qu'on mange, voilà, l'eau qu'on boit, enfin, nos besoins fondamentaux. Mais ceci dit, la solution, elle est évidente pour moi. La solution, c'est reconstruisons ici ce qui existe ailleurs et donnons-lui autant de valeur et autant de sens. Oui, pouvoir reconstruire, pouvoir installer et peut-être aussi se rappeler qu'il n'est pas toujours nécessaire d'aller chercher une plante qui va agir sur notre organisme à l'autre bout du monde, alors qu'il y a possiblement un, un alter ego à proximité et qui serait peut-être plus adapté à l'organisme immédiat et dans l'instant, que ce soit sous tous les plans. Et justement, là, on va venir au côté peut-être un peu plus médicinal pour satisfaire un peu tout le monde, parce que là, on est parti sur le côté plus généraliste et peut-être le regard botanique et du botaniste et de la botaniste que tu es, qui peut être voilà, inquiétant pour beaucoup. Hein. On s'inquiète tous de notre environnement végétal, on s'inquiète tous de ce qu'il va en être, avec toujours ces questionnements, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, avant de parler, à proprement parler des plantes médicinales, ça va être la question, c'est qu'est-ce que l'on peut faire chacun individuellement. Bien sûr, tu as parlé de réflexion par rapport à l'économie et de quelle manière on voit chacun les choses. Il y a toujours cette petite phrase, qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? En tant que botaniste, en tant qu'ingénieur horticole, qu'est-ce que toi tu pourrais conseiller avant, bien sûr, de parler des plantes médicinales, peut-être un peu plus en détail pour satisfaire la curiosité de chacun, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour arriver
individuellement à modifier quelque chose. Déjà, est-ce que c'est possible? Alors oui, c'est tout à fait possible. Moi, bon, quand je discute avec les gens qui participent aux balades, qui participent au stage, je leur demande est-ce que vous avez un coin de jardin? Est-ce que vous avez un espace près de chez vous naturel sur lequel vous pouvez aller vous promener régulièrement et commencer à reconnaître les plantes, à vous familiariser avec elles. Et en même temps, je leur dis, mais une plante sauvage, ça peut tout à fait s'apprivoiser au jardin. Et là, vous êtes même plus à même encore de créer un lien avec elle, de pouvoir l'utiliser, de pouvoir voir comment elle se développe ou pas dans votre jardin. J'ai été vraiment confrontée moi-même, puisque pendant plusieurs mois, comme toi, comme beaucoup de monde, j'ai été bloquée dans mon jardin. Heureusement, j'avais un jardin pour sortir. Et là, je me suis vraiment intéressée aux petites herbes, le plantain, la porcelle, les petites salades qui poussaient. Puis, je dis, tiens, ah ben celle-là, j'aimerais bien la mettre en salade à midi. Tiens, elle va pouvoir me permettre d'améliorer mon ordinaire. Voilà, j'ai fait mon petit marché dans le jardin. Et je me suis dit, bah tiens, comment je peux faire pour développer telle ou telle espèce? Voilà, donc c'est-à-dire bah, dans le jardin de n'importe qui, il suffit de réserver un espace sauvage. Hop, on dit que la tondeuse, elle aura plus le droit de passer par là, et on laisse pousser. Et à partir de là, on va voir fleurir des plantes, et à partir du moment où elles fleurissent, on va pouvoir les reconnaître, les identifier. Et puis ce qui est fou, c'est que si on les laisse fleurir, ça va attirer les abeilles et même les papillons. Donc il y a une petite chaîne qui va commencer à se mettre en place. Alors, ça va faire fouillis. Et ça, c'est ce que l'être humain craint le plus, surtout dans nos sociétés occidentales, c'est le fouillis. Parce que le fouillis, ça fait désordre, le fouillis, ça devient incontrôlable. Ben, moi, ce que je dirais à tout un chacun, c'est redevenez une créature incontrôlable dans un jardin incontrôlable. Sentez-vous comme un papillon, voilà, laissez tomber la binette, le truc, et mettez-vous à observer ça. Même mettez-vous dans une chaise longue et oubliez le temps qui passe pendant 10 minutes, 20 minutes. Et si vous vous remettez à la place d'une créature vivante au milieu des autres, c'est ce que font les Indiens des peuples racines, enfin les Indiens, les peuples racines en général, c'est ce que faisaient les Scandinaves, les Vikings, c'est ce que faisaient les Gaulois, eh bien vous revenez à une place plus juste et à partir de là, vous allez pouvoir considérer cette plante comme le plantain, par exemple, non plus comme une horrible mauvaise herbe qu'il faut désherber sur le trottoir, mais comme une formidable plante qu'on peut mettre en pesto, qui fait un pesto absolument délicieux, comparable au pesto d'ail des ours, qui est une formidable plante vulnéraire, c'est-à-dire qui peut cicatriser n'importe quelle plaie, qui est complètement antiseptique et qui en plus est un cicatrisant qui cicatrise 2 fois plus vite que n'importe quelle crème de la pharmacie, je le dis, parce que je l'ai testé et ça marche. Donc voilà, vous découvrez que cette petite plante qui a vraiment rien de faramineux, qui ne fleurit pas, qui n'a pas de belles fleurs du tout, qui n'est absolument pas une rose magnifique, eh bien par contre, elle est très très intéressante pour vous. Le plantain qui en plus, comme tu parles de pesto, c'est vrai que le pesto de plantain, c'est juste sublime et j'invite chacun à essayer. Alors, juste voilà, pour info, est-ce que tu peux donner, pour ceux qui seraient un petit peu plus curieux, la recette du pesto, tout simplement, vite fait? Alors la recette du pesto, c'est une recette très très ancienne. C'est comme le pesto de basilic, parce que ça existait dans toutes les régions, hein. C'est-à-dire qu'on utilise de l'huile d'olive traditionnellement, mais ça peut être de l'huile de colza, en tout cas une huile de très bonne qualité, première pression, bio, enfin bref, ce qu'il y a de mieux. Et donc on va hacher le plantain, puis ensuite l'écraser dans un mortier. Moi je vous conseille de le faire au mortier, parce que le résultat au hachoir, au mixeur, c'est pas du tout le même. Et vous l'écrasez au mortier. Et en fait, le fait de l'écraser, ça va faire sortir la pulpe de la feuille et ça va occasionner une sorte de petite réaction chimique avec l'huile d'olive. Et ça va créer une crème onctueuse, verte. Alors après, on peut y rajouter du parmesan, du Cantal. Dans notre région, ce sera plutôt du Cantal. Des noix, des graines. Alors les graines, c'est intéressant parce que bien vous connaissez de mieux en mieux l'intérêt et les potentialités des graines oléagineuses. Donc, ça apporte aussi des nutriments complémentaires. Mais simplement de l'huile d'olive avec du plantain écrasé, un petit peu de sel, et vous avez donc une sorte de crème verte qui contient toutes les propriétés du plantain, toutes ces substances actives, et que vous pouvez étaler sur une tartine de pain, sachant que je me suis rendu compte après coup qu'en fait, on ne fait ni plus ni moins qu'une préparation d'herboriste, en fait, parce que pour conserver les propriétés actives d'une plante, on fait des macérations à l'huile avec les plantes médicinales. Donc finalement, quand on fait un pesto de plantain, c'est comme si on faisait une macération d'huile de pesto, sauf qu'au lieu de la passer sur la peau, eh bien on l'avale
Et quelque part, eh bien, c'est bon, c'est à la fois plus un produit alimentaire, mais dans notre système, notre appareil de digestion et intestinal, eh bien, le plantain va avoir aussi un effet curatif et préventif. Ça dépend un petit peu ce qui se passe dans votre intestin. Sachant que comme c'est une plante astringente, elle a la possibilité d'arrêter les micro-hémorragies, les diarrhées, plus ses pouvoirs antiseptiques et antibiotiques. Donc en fait, on se rend pas compte, mais une tartine de pesto, c'est comme si on avalait un médicament, mais c'est bien meilleur. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a ce côté médicinal, mais il y a aussi ce côté c'est bien meilleur quand même. C'est quand même plus agréable de manger, comme tu dis, une tartine de pesto et que d'avaler des cachets. Après, chacun voit comme il l'entend, mais c'est quand même plus agréable de pouvoir se permettre ça aussi. Juste pour revenir à la manière dont chacun peut interagir avec le fait de favoriser euh, la conservation ou l'entretien des plantes dites médicinales, mais pas que. Quelqu'un qui n'a pas de jardin, comment est-ce elle peut faire? Est-ce que en bac, en jardinière, c'est faisable aussi? Alors une plante sauvage ça aura du mal à être cultivée en jardinière. Si, si, c'est possible. J'ai fait ça une fois pour comment dire, une animation dans une ville pendant des festivités. Vous pouvez avoir des jardinières que vous laissez ensemencer naturellement. Enfin, ensemencer de mauvaises herbes. Voilà, vous laissez votre jardinière s'ensemencer de mauvaises herbes, vous laissez pousser toutes les graines qui sont contenues dans la terre, et fatalement, au milieu de ces graines, vous allez avoir des plantes alimentaires, ça c'est sûr, peut-être même des plantes médicinales vraiment très intéressantes. Comme je l'ai dit, toutes les plantes sont médicinales, mais par exemple, vous avez des plantes qui ont un effet peu prononcé. Ça peut être des petites salades, notamment des petites salades sauvages, notamment de la famille du pissenlit, comme le lamsane. Le lamsane est une excellente salade sauvage qui pousse à tous les coins de rue, on ne soupçonne même pas. Elle a une toute petite activité thérapeutique. On l'utilisait pour soigner les gerçures au sein, voilà, pour les nourrices. C'est tout ce qu'on sait à son, voilà, à son honneur. Et vous aurez peut-être du plantain, vous aurez peut-être certainement, et je vous le souhaite, de la stellaire, qu'on appelle aussi le mouron blanc, qui est une excellente plante alimentaire. Il paraît que les Japonais la cultivent. Tout ça, ça peut apparaître dans une jardinière, parce que nous, on a fait l'essai avec les espaces verts de la ville d'Issoire, je crois que c'était d'Issoire. Et effectivement, on pouvait ensuite se servir dans nos jardinières. Mais il faut absolument pas essayer de semer soi-même et de cultiver des plantes sauvages. C'est elles qui sont présentes dans le sol déjà et qui sont apportées par l'air. Vous savez, il y a des graines qui volent, hein, comme les graines de pissenlit. Elles sont apportées par l'air, par plein de facteurs. Le rôle en fait de l'être humain, c'est d'être feignant et de laisser faire la nature. Par contre, il faut être feignant et observer ce qui se passe et avoir un minimum de connaissances pour se dire bah, ça je garde pas, ça je mange pas. Médicinal dit aussi soin, hein, c'est quand même l'interprétation. On est aussi là, tu vois, c'est la période, on arrive fin automne, début hiver, on va parler peut-être un peu des mots d'hiver. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme plante médicinale facile et observable pour soigner? Alors, je ne parle pas des gros symptômes, hein, je parle vraiment des petits bobos de l'hiver, le rhume, le nez qui coule, peut-être la migraine aussi, parce que les sinusites et compagnie. Qu'est-ce que toi, tu pourrais conseiller et de quelle manière? Alors, il y a une plante très facile à trouver, je pense, dans tout le Massif central et même dans toutes les régions, on va dire, ensoleillées et sèches. C'est l'origan. L'origan et puis son petit frère, le thym serpollet, je l'ai vu un peu en Corrèze. Après, chez nous, il est plutôt en hauteur, en altitude. Mais l'origan et le thym serpollet, si vous en trouvez, c'est deux plantes extraordinaires. D'une part, vous pouvez les utiliser en cuisine, puisque l'origan à pizza, bon, sa réputation n'est plus à faire. Le thym serpollet a exactement les mêmes propriétés que le thym des garrigues, donc le thym qu'on vous vend en plante aromatique, condimentaire. Simplement, le thym des garrigues, c'est un petit arbuste. Le thym serpollet, c'est une plante rampante, plutôt herbacée, avec des tiges très fines. Mais une merveille que lorsque ça fleurit, c'est couvert de fleurs roses, très odorantes, ça attire beaucoup les abeilles, comme l'origan. Et alors, le plus drôle, c'est que l'origan et le thym serpollet ou le thym des garrigues ont les mêmes substances actives majeures, principales. Donc, en fait, que vous preniez l'origan ou le thym, ça revient quasiment exactement au même pour soigner les problèmes respiratoires.
Donc, soit en inhalation, soit vous en faites donc une tisane, une infusion, et ça a un effet antiseptique. Donc ça va éviter donc peut-être de prendre un antibiotique, que votre rhume se dégrade et parte en vrille. Ça va vous dégager les bronches, assainir donc toute l'arbre respiratoire. Et il y a d'autres propriétés aussi sur ces plantes-là, mais en tout cas, pour ce qui est des problèmes hivernaux, des maladies de l'hiver, c'est des plantes, moi, que j'utilise. Ben là, j'en ai fait mon petit stock, là, que j'utilise régulièrement. Alors, il y a une autre plante aussi qu'on trouve très facilement. Alors, c'est un arbuste qui est très décrié, qu'on n'aime pas beaucoup parce que ben il est, il est un peu envahissant parfois. C'est le sureau noir. Il faut savoir que ces fleurs ont un parfum délicieux. C'est vraiment des fleurs très très parfumées, très agréables à utiliser parce que ça aussi, on se dit les tisanes, c'est infect, c'est pas bon, mais c'est pas vrai. Il y a des très bonnes tisanes qui sont aussi très puissantes. Et moi, je n'utilise que les bonnes tisanes. Voilà, je suis pas sadomaso. J'ai fait mon petit éventail de très bonnes tisanes. Le sureau noir, ça embaume. Et alors, et je l'ai testé, moi, sur une grippe intestinale. Je peux vous dire, c'était pas un petit mot. Et en 24 heures, c'était résolu. Par contre, c'est des plantes qu'il faut prendre dès les premiers symptômes. Voilà, nausées, vertiges, fièvre très forte, diarrhée, pof, vous allez dans votre petite armoire à tisane et puis vous vous faites tout de suite une tisane et puis vous renouvelez 2 heures, 3 heures après. Ce qui est certain, c'est qu'il faut, voilà, faut avoir une fréquence régulière, faut avoir une certaine rigueur et discipline, les prendre à jeun et vraiment le traitement d'attaque, c'est 2 à 3 tisanes et ça marche très très bien en début de, voilà, faut pas attendre 4 jours d'être à moitié mort. Moi, ça m'est arrivé il y a des années, quand j'étais à moitié, il fallait que je sois à moitié morte pour aller voir le docteur et pour accepter de me soigner. Eh ben non. En plus, maintenant les docteurs, ils vont vous laisser vraiment mourir parce que le temps que vous en trouviez un, hein, ça va être compliqué. Donc maintenant, premier symptôme, voilà, dans les 2 heures, vous prenez votre tisane. Ça veut dire qu'il faut en avoir sous la main. Donc le sureau, le thym, l'origan. Et puis il y a une autre petite plante, moi que je propose aux gens de redécouvrir parce que je l'adore depuis que j'ai découverte. Elle s'appelle le lierre terrestre. C'est toujours de la famille du thym et de l'origan. Il faut savoir que c'est une famille extrêmement importante, la famille du thym et de l'origan. C'est notre principale famille de plantes condimentaires et thérapeutiques. Donc, elle s'appelle le lierre terrestre, mais elle n'a rien à voir avec le lierre. C'est une petite menthe rampante qui fleurit au tout début du printemps avec des fleurs bleues comme le romarin, qui est aussi de la famille, d'ailleurs, du thym et de l'origan. Et donc, ce petit lierre terrestre, on récolte les feuilles qui sont en forme de cœur avec des jolies dents tout autour du cœur. Et ces feuilles, on les met en infusion. Et il paraît que c'est un des meilleurs expectorants. Alors, un expectorant, moi, je me suis formée un peu au jargon d'herboristerie. C'est pour éliminer toutes les mucosités en cas de toux grasse, tout ce qui vous encombre les bronches, qui font la toux grasse et qui vous étouffent. Eh bien, cette petite plante, elle va les fluidifier. C'est comme la mauve. Vous connaissez les fleurs de mauve, voilà, c'est un fluidifiant. Et en plus, ça va calmer la toux. Donc, une recette très simple, c'est de faire infuser ces petites feuilles de lierre terrestre dans du lait, végétal ou de vache, peu importe. Et le soir, de boire un verre de cette infusion dans le lait, qui est très bonne, avec un peu de miel. Vous allez vous régaler et ça va vous permettre de dormir sans être gêné par cette toux. Donc voilà, moi, j'appelle ça le trio des mousquetaires. Thym serpollet ou origan, sureau noir et puis lierre terrestre. Et puis le quatrième des mousquetaires, c'est la reine des prés, parce que je l'adore. Pareil, un goût extraordinaire. Et alors, elle, pour descendre une fièvre, moi, je fais des très fortes fièvres, descendre une fièvre et arrêter les douleurs grippales, tout ça, voilà, c'est extrêmement efficace. Là, on est sur vraiment des symptômes maladie hivernale. C'est vrai que quand on est malade, il y a aussi un que l'on oublie très souvent, c'est le côté microbiote, Oui. c'est-à-dire toute cette flore intestinale qui se fragilise parce elle est au taquet pendant la période où on est malade. Quelles pourraient être les plantes à conseiller pour aider à rééquilibrer cette flore intestinale, peut-être en complément de levure adaptée? Est-ce que tu aurais des plantes à conseiller? Alors là, tu me poses un peu une colle parce que j'en ai, oui. Faut que je les retrouve dans ma tête. Là, tout de suite, moi, ce que je suis en train d'utiliser pour ma flore intestinale, bon, c'est pas une plante médicinale pour en parler, mais quand même, ça, il faut que je vous en parle, c'est la châtaigne. Voilà, le châtaignier a été importé à l'époque, à l'Antiquité en France. Il s'est très bien acclimaté puisque maintenant il arrive à se reproduire. Et en fait, la châtaigne, c'est un aliment qui permet
qui permet de régénérer les muqueuses intestinales irritées suite à une gastro, par exemple. Voilà, et alors encore plus si vous avez eu un traitement qui a encore renforcé cette irritation, eh bien en fait, ben, ça va être un excellent cataplasme, mais un cataplasme actif en fait, donc qui va régénérer donc cette muqueuse et adoucir, donc adoucir en tout cas le passage des aliments, tout ça. Donc moi souvent je mange de la purée de châtaigne, voilà, que qu'elle soit sucrée ou salée. Alors, le châtaignier, alors, tout à l'heure, tu m'as indiqué la piste, et puis moi, je suis partie sur une autre piste. Du coup, j'en ai pas parlé. Mais il existe quand même des grandes familles de plantes, on appelle ça des familles botaniques, et donc des familles de plantes médicinales, et d'autres, quelques familles de plantes toxiques. Voilà, c'est important à savoir. Par exemple, la famille du châtaignier, le hêtre, le chêne, le châtaignier en particulier, sont une famille de plantes médicinales. Ce sont des arbres médicinaux qui ont été utilisés depuis les Gaulois. En tout cas, on le sait que les Gaulois les utilisaient. Il y a une autre famille de plantes, c'est celle du thym et de l'origan, où on a énormément de plantes. Et à ma connaissance, il n'y a pas de plantes toxiques, en tout cas pas sous nos latitudes tempérées. Voilà, quand on connaît ces familles botaniques, moi c'est ce que je propose lorsque je fais des balades botaniques, c'est vraiment de trouver les codes et la méthode pour savoir si on a affaire à une plante de telle ou telle famille. Comme ça, on sait, tiens, famille toxique, je laisse tomber. Ah, famille médicinale, ah ben oui, là je vais m'y intéresser. Et donc, pour revenir au microbiote, oui, il y a des plantes qui favorisent, qui relancent, on va dire, plutôt non, qui nourrissent ce microbiote. Alors, tiens, ça me revient, je vais te parler de la famille des astéracées, donc la famille, une immense famille, celle qui contient le pissenlit, le dahlia, la marguerite, tout ça. Et bien, dans cette famille, il y a un groupe de plantes, de fleurs qu'on connaît, enfin qu'on côtoie, qui sont par exemple l'artichaut. L'artichaut, on en parle beaucoup pour faire des cures d'artichaut. Il y a aussi, donc très proche de l'artichaut, c'est la scorsonère ou le salsifis. Et puis il y a encore une ou deux autres plantes, ça va me revenir, qui sont très proches, mais voilà, la bardane, c'est celle que je cherchais. Donc selon la plante, on va consommer la racine, souvent c'est la racine, mais ça peut être les tiges, ça peut être les fleurs comme l'artichaut. Mais toujours est-il que ce groupe de plantes a en commun une molécule qui est très intéressante pour notre microbiote, ça s'appelle l'inuline. Et cette inuline, c'est un gros sucre, ça fait partie de la famille des glucides, mais c'est un sucre qui ne passe pas dans le sang. Ça veut dire que même les diabétiques peuvent manger de ces végétaux et donc profiter donc de l'énergie apportée par cette grosse molécule de sucre sans que ça n'interfère avec leur taux de sucre dans le sang. Et cette inuline, donc, bon, permet de nourrir le corps, bien sûr, mais surtout, elle nourrit aussi tous les micro-organismes qui sont dans notre estomac. Et donc, elle a un effet régulateur sur notre microbiote et elle relance aussi un équilibre qui pourrait être un peu en berne. Alors, moi, j'insiste vraiment sur la consommation de plantes sauvages pour ça, parce que en fait, moi, je suis sensible de l'estomac hein, depuis toute petite. J'ai des problèmes de digestion. Et en fait, je me suis intéressée donc de près à cette question. Toutes les levures et autres micro-organismes qu'on peut trouver en vente, qui sont préparés par l'industrie pharmaceutique, ont une utilité, bien sûr. Mais par contre, ils n'arriveront jamais à se pérenniser dans le corps. Parce qu'en fait, notre pool de micro-organismes, il est présent en nous depuis notre naissance. Depuis que on était dans le corps de notre maman, depuis qu'on a tété le sein, depuis qu'on a mangé de la terre en grappillant à l'âge de 2 ans dans le jardin. Et ça, en fait, il s'est constitué à ce moment-là. Ce qui fait que on peut le détruire, mais on ne peut pas le reconstituer. Et c'est ça qui est compliqué. Donc en fait, il faut faire avec ce qui nous reste dans le corps, avec les souches qu'on a toujours vivantes dans le corps. Et notre rôle, finalement, c'est de maintenir ces souches actives et de telle manière qu'elles remplissent l'espace vide et que alors peut-être qu'on peut rajouter des organismes. En tout cas, moi, j'ai pas encore vu ça dans aucun ouvrage, la manière de rajouter des organismes, ou peut-être en faisant en étant crudivore, peut-être qu'en consommant des micro-organismes sur nos aliments, on peut reconstituer cette flore. Mais en fait, une fois que j'ai compris qu'à l'état actuel des recherches, une fois qu'il est constitué, on peut plus y toucher, quoi. Il est tel qu'il est. Mais on peut le nourrir. Après, être crudivore aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que même si on a quand même, même si on peut avoir la possibilité d'avoir ces plantes dans le jardin, majoritairement, on va quand même les acheter dans un commerce, quel qu'il soit, et il y a toujours un apport de pesticides ou autre. Donc, euh,
la base, elle est toujours dans l'option je vais nettoyer ma salade en rentrant pour éviter d'avoir à manger tous les pesticides qu'il peut y avoir dessus aussi. C'est comme si l'organisme finalement était coupé de ces informations fondamentales dans sa consommation naturelle. Oui. Alors, en fait, on est couvert de bactéries. Chaque fois que je lis un article là-dessus, on est tous couverts de bactéries. On s'en rend pas compte, mais dès qu'on porte les doigts à la bouche et tout, on en ingère. Il y a les bactéries qui vivent dans notre bouche. Et c'est pas les mêmes que celles qui vivent dans la gorge, qui vivent dans l'estomac. C'est extrêmement complexe et d'une très grande biodiversité. Donc, je me dis, j'essaie même pas d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Je me dis simplement, ça fonctionne. Et moi, mon rôle, c'est juste, bah, de veiller sur la continuité de ce fonctionnement et de minimiser voilà les traumatismes. En fait, ce qu'on a à l'intérieur du corps, c'est exactement ce qui est à l'extérieur de nous. Et ça, les gens du Moyen Âge, les gens qui nous ont précédés, l'avaient très bien compris. Notre corps, il est à l'échelle et il est à l'échelle, il est organisé comme le macrocosme et comme le microcosme. Voilà, donc tout le bien qu'on fait à notre corps, on le fait aussi à notre microcosme. Et on le fait aussi au macrocosme. C'est tout ce que nous apprennent aussi les peuples racines qui se sont pas coupés de nos savoirs du Moyen Âge. Et donc, il faut peut-être pas chercher non plus se prendre la tête en se disant est-ce que c'est utile le Saccharomyces machin truc. Non, non, il faut. Et ce qui est bien aussi, oui, ça c'est les Indiens avec l'Ayurveda qui nous apprennent ça. C'est qu'en fait, il faut se laisser guider par ses sens et son intuition. Parce qu'en fait, à travers notre intuition, tiens, j'ai envie de manger ça, ah non, ça j'ai pas envie. Ça me plaît parce que c'est une odeur qui m'attire. On a des fois des envies. Euh, Moi, à certains moments, j'ai envie de manger certains fruits. Pourtant, je suis pas très fruit, mais des fois, j'ai une fringale de cerises, j'ai une fringale d'abricots, de poires. Puis d'autres fois, ça me dégoûte. Ben, en fait, en faisant un peu de médecine chinoise, j'ai compris que c'est mon corps qui me dit ce dont il a besoin. Voilà, et les Indiens savent très bien faire ça. Ils ont le jeu des couleurs, c'est-à-dire essayer de faire des assiettes très colorées en mixant les fruits, les carottes, la verdure et tout ça. Et en fait, ben, c'est un système, c'est un code très simple qui répond en fait à tout notre fonctionnement de notre cerveau en relation avec les yeux, avec l'appétence des couleurs. Mais ce code couleur, en fait, quand j'ai commencé à l'approfondir, je me suis rendu compte qu'il correspondait exactement à la diversité des antioxydants dans la nature et dans les aliments. Donc en fait, notre cerveau, il est programmé pour savoir qu'il a envie de manger du rouge, du jaune et du orange, qui sont la carotte, le souci et la tomate. Eh ben, il suffit de suivre en fait cette indication et il faut en tout cas débrancher l'autre partie du cerveau qui nous dit oui, mais est-ce qu'il y a du Saccharomyces là-dedans? Et ben non, peut-être pas, mais on s'en fout. Tu, Des fois, je tu, suis un peu tranchée. Ouais. non, non, tu parles de code couleur, c'est important aussi peut-être à soulever parce qu'il y a aussi les codes couleurs des végétaux. Dans le côté médicinal, souvent on peut retrouver par rapport aux propriétés médicinales d'une plante, on peut retrouver ce code couleur qui va permettre aussi de retracer peut-être des végétaux dans les tons plus violacés, plus moches. Je pense aux floraisons par exemple, qui vont avoir des propriétés digestives, notamment les fleurs peut-être plus jaunes qui vont avoir plus des propriétés beaucoup plus hépatiques ou circulatoires. Donc, ce code couleur, c'est aussi pouvoir se repérer dans son environnement quand on est dans cette démarche de se soigner ou du moins d'essayer d'apporter quelque chose de sain à son organisme. Alors, ouais, je suis pas sûre d'utiliser le code couleur comme tu l'exprimes, mais j'ai découvert, c'est qu'en fait, chaque couleur dans la nature correspond à des molécules, donc ces fameux antioxydants qui sont, alors il y a différentes catégories, les anthocyanes, les xanthophiles, etc., qui correspondent chacune à des coloris. Mais en fait, ces molécules ont aussi une action sur notre corps. Et du coup, en fait, quand je repère maintenant ces couleurs dans mon alimentation, je me dis qu'en fait, je me fais du bien lorsque j'avale ces molécules parce que bah, c'est un antioxydant, donc pour protéger mes cellules, pour favoriser le rajeunissement cellulaire, etc. C'est intéressant. Après, au niveau des plantes elles-mêmes, c'est toutes les couleurs des plantes, toutes les couleurs de la nature font référence à des molécules chimiques qui ont la plupart du temps une action sur notre santé. Elles sont loin d'être connues, hein, toutes. C'est juste que, voilà, moi j'en ai pisté certaines et je me suis dit, mais la logique,
elle est extrêmement pertinente en fait. Toutes ces couleurs sont juste là. Les couleurs dans la nature, les couleurs des fleurs, c'est pour attirer les abeilles. Eh bien, on peut très bien se dire que c'est aussi pour attirer les humains, leur dire, ben moi je suis bonne à manger ou je suis pas bonne à manger. La couleur dont il faut se méfier dans la nature, en fait, à l'heure actuelle, c'est le blanc. Parce qu'il y a beaucoup de fleurs blanches, notamment dans la famille des plantes à bulbes, tout ce qui est lys, tulipe, etc. Beaucoup de fleurs blanches qui sont toxiques. Je pourrais parler du muguet, par exemple, qui est une plante qui peut être mortelle. Les lys blancs sont toxiques si on les ingère. Voilà, il y a les narcisses, les jonquilles. Bon, elles sont pas blanches, mais c'est une fleur à bulbe. Et donc peut-être que le blanc, il faudrait s'en méfier. Et encore, je suis pas sûre qu'on ait tout découvert sur le blanc. Dans tous les cas, euh, je pense que l'avantage des peuples racines, c'est que eux, ils font davantage confiance à leur sens et à leur corps qu'à leur mental. Voilà. Et on sait maintenant que bah, les Indiens, même s'ils ont une piètre alimentation à partir des plantes cultivées, s'ils ne nourrissent que de maïs ou de manioc toute leur vie, ils ont pourtant une excellente santé. C'est parce qu'ils grappillent tout au long de leur chemin vers leur champ de culture des fleurs, des fruits en quantité minime. Mais voilà, ils savent attraper une fleur rouge, une baie blanche, les manger et ils s'en trouvent. Et en fait, ils récupèrent grâce à ces micronutriments bah, tout ce dont ils ont besoin et que ne leur procure pas leur culture de manioc ou de maïs qui elles, fournissent uniquement les glucides, par exemple. Voilà, c'est un savoir un peu animal, en fait, qu'il nous faut retrouver. Et c'est bien que la science le confirme, mais on n'a pas à devenir des scientifiques pour pouvoir se nourrir correctement. Et c'est là aussi que c'est important de pouvoir le dire, c'est-à-dire que là, certes, on a un regard médicinal, mais c'est aussi une base alimentaire fondamentale. Pouvoir s'alimenter correctement, ce qui va permettre de générer un état physique et organique en meilleure santé et ainsi pouvoir avoir un dynamisme. C'est vraiment le côté, ce que tu disais, côté holistique véritablement de l'être, c'est prendre en compte la présence médicinale, mais pas que de la plante, le vivant de la plante, et pouvoir l'assimiler pour avoir une synthèse autre. Il y a ça aussi. Tout ce plan Oui. holistique. Et puis il y a le potentiel d'énergie de la plante. Ça, j'en ai pas trop parlé parce que c'est encore un domaine euh, pas très facile, pas très accessible. Mais en fait, l'énergie contenue dans une plante sauvage est beaucoup plus élevée que l'énergie d'une plante cultivée. Voilà, et ça se retranscrit même dans les portions de plantes sauvages qu'on peut, enfin, qui sont conseillées dans l'alimentation à base de plantes sauvages, c'est-à-dire que une poignée de feuilles de plantes sauvages est équivalente à une pleine assiette de salade, quoi. Voilà, et ça c'est lié au potentiel énergétique de cette plante, hein, à tout ce qu'elle contient, qu'elle a puisé dans le sol, dans le soleil, dans ses capacités, dans ses facultés de production chimique. Une plante d'une espèce donnée, c'est une usine miniature de chimique, de production de substances chimiques. Et en fait, bon, moi je le sais, hein, parce que je fais des études en horticulture. Lorsqu'on sélectionne des variétés en horticulture, on les sélectionne pas pour leurs propriétés chimiques, on les sélectionne pour la mise en culture, pour faciliter la mise en culture, la préparation ensuite, comment dire, la récolte, le calibrage, enfin, toutes des propriétés qui sont complètement conventionnelles et qui sont liées à une industrialisation de la culture. Mais chaque fois qu'on sélectionne une pomme pour son gabarit, parce qu'elle est bien ronde, parce qu'elle ne dépasse pas 10 cm de hauteur, etc., eh bien, on demande à cette pomme de rentrer dans un moule et toute l'énergie qu'elle va mettre pour entrer dans ce moule, elle va la prendre sur d'autres pôles. Et donc, elle va la prendre, par exemple, dans la production d'une substance active dont elle aura plus besoin. Et par contre, elle aura besoin de produire autre chose pour avoir cette belle forme et cette belle rougeur et cette brillance. Et donc, en fait, on dégrade d'un côté pour pouvoir alimenter un autre côté. Et donc, on a nos légumes, on perturbe beaucoup de leur capacité et de leur énergie fondamentale pour pouvoir satisfaire un modèle de légumes cultivés. Et ça, on le voit, on le sait très bien en horticulture, hein. Pareil, par exemple, on sait très bien que nos légumes sont carencés en magnésium. Bon, ben, qui ça dérange pour produire des carottes, tout ça, ça dérange personne. Du moment que la carotte, elle est belle, elle est longue, elle a une forme calibrée et qu'elle contient du sucre. La recherche actuelle est orientée vers le sucre, hein, vers l'apparence et vers la facilité de production.
pour faire, parce qu'on est dans un processus de rentabilité de production. Si on est dans un processus de rentabilité de substances actives et médicinales, on n'aura pas des belles carottes, mais on aura des carottes thérapeutiques. Tout dépend ce qu'on veut. C'est très sociétal, hein. C'est l'image que l'on peut porter sur un fruit, sur un légume, on va le transposer immédiatement sur la société, sur la manière dont on se comporte avec soi-même et avec son environnement. Et comme tu le disais si bien, si la carotte manque de magnésium, ça paraît pas grave, mais c'est pas grave aussi. On va aller prendre du magnésium synthétique pour compenser la carence effective dans l'alimentation. C'est C'est ça. ça. On va chercher dans le chimique ce que l'on ne trouve plus dans le naturel. Oui. Et oui, oui, c'est un phénomène de compensation et en même temps, ça alimente aussi une société de production, hein, puisque au lieu de produire une carotte, on produit une carotte plus du magnésium. Voilà, mais c'est comme ça qu'on a décidé de fonctionner. C'est un choix de société, quoi. Sauf que notre organisme, lui, dit non. Lui, il a encore à l'air du Cro-Magnon. Lui, il lui faut la carotte avec le magnésium pour se sentir bien. Sur le plan médicinal, les bienfaits de la carotte, c'est quoi? Ah, c'est extraordinaire la carotte. J'ai découvert ça quand j'avais mes enfants, mes filles étaient toutes petites, puisque chaque fois que la diarrhée du nourrisson, il suffisait que je leur donne des carottes ou des pommes. D'ailleurs, c'est même mon docteur, le premier. C'est un homme très, très ouvert. Il me dit, non, non, mais vous leur donnez une bonne purée de carottes et puis des pommes et ça va aller mieux. Et effectivement, en fait, la carotte, c'est une vraie plante médicinale. Et pour le coup, là, on consomme l'organe qui contient le plus de substances actives, c'est la racine. Et donc, elle a le pouvoir de réguler l'activité, le transit intestinal, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, vous êtes constipé, ben, elle vous remet ça au bon ordre. Vous êtes en diarrhée, ben, euh, et ben, elle vous remet ça aussi dans le bon ordre. Et donc, à ce titre, c'est elle qui nourrit le microbiote, parce qu'elle agit en fait directement sur les bactéries. C'est elle qui rétablit l'activité. Hein. C'est pas la carotte en elle-même avec sa baguette magique, mais elle va nourrir les bonnes bactéries, et du coup, ces bonnes bactéries vont rétablir l'équilibre dans le corps. Donc la carotte, c'est vraiment extraordinaire. C'est aussi une racine qui contient énormément de bêta-carotène, donc qui est le précurseur de la vitamine A. C'est ce qui lui donne sa couleur orange. Et on revient à la couleur. En fait, la couleur orange est liée donc à cette substance qui est aussi un antioxydant puissant. Il y en a aussi dans l'abricot. Donc voilà, vous voulez des provitamines A, ben, vous mangez de la couleur orange. Et oui, oui, j'aime beaucoup la carotte. Alors la carotte sauvage, c'est pas facile de récupérer sa carotte. Déjà, elle est pas orange et puis elle est pas du tout appétissante. Mais par contre, on peut manger ses fleurs. Vous pouvez les mettre en salade, vous pouvez les transformer en beignets. Et ça fait des petits beignets bonbons qui sont très ludiques, en fait, à manger. Le tout, c'est de ne pas confondre la fleur de carotte, la fleur de ciguë également, qui se ressemblent assez facilement. Et quand on n'a pas l'œil, c'est aussi pouvoir se tromper malheureusement. Tout à fait. Alors la carotte, vous pouvez en laisser fleurir dans le jardin. Là, il y a quasiment aucun risque. Encore que j'ai fait une petite conférence sur les faux amis pendant cette conférence, vous m'avez demandé une association. Ben, j'ai mis en évidence le fait que souvent dans les jardins, il y a du faux persil qui est la petite ciguë et on s'en rend pas compte. Alors la petite ciguë, a priori, elle n'est pas mortelle ou aussi toxique que la grande ciguë. Si vous en mettez un brin au milieu d'un bouquet de persil, je pense pas que ça ait trop d'incidence. Surtout si vous avez fait un bon repas, parce que en fait l'activité intestinale est très importante pour contrer les effets nocifs des substances toxiques. Si vous faites une infusion de petite ciguë en croyant que c'est une infusion de persil, parce que moi j'ai suivi une cure, il fallait se faire des infusions de bouquets de persil. Et ben une infusion de petite ciguë dans un organisme à jeun, là je pense que ça peut faire des sacrés dégâts par contre. Tout est une question de dosage et puis d'activité aussi digestive. Et donc, évidemment, quand on est dans un jardin où on passe tout désherbant, on n'aura pas de souci. Mais le but, c'est d'avoir un jardin vivant, un jardin qui soit riche en biodiversité. Et là, bah, c'est important de s'intéresser à la famille des Apiacées, qui est la famille de la grande ciguë. Mais la grande ciguë, la petite ciguë, c'est vraiment, on va dire, les brebis galeuses de la famille. C'est quand même une famille qui a 90% bénéfique, puisque sans elle, on n'aurait pas de carottes, on n'aurait pas de céleri, on n'aurait pas de panais, on n'aurait pas de cumin, pas de coriandre. Donc, c'est une famille qu'on côtoie et qu'on mange tous les jours. Donc, c'est une famille qui est compliquée parce que les fleurs sont très ressemblantes.
mais en même temps, on est familier de cette famille puisqu'on la consomme quotidiennement. Donc, moi, j'avais envie de proposer un module de formation juste sur cette famille pour dédramatiser et en même temps bah, donner les moyens de, voilà, de reconnaître les brebis galeuses. Encore, je dis brebis galeuses, mais en fait, toutes les substances actives sont utiles. Hein, à partir du moment où on peut les utiliser dans la pharmacie moderne pour créer des médicaments, il faut absolument pas détruire toutes les grandes cellules. Ce qui est certain, c'est que voilà, ce que je propose moi aux gens d'emblée, c'est de reconnaître les plantes les plus toxiques, donc les plantes mortelles. On commence par les reconnaître, et une fois qu'on sait reconnaître la grande ciguë, la digitale pourpre, ça encore c'est peut-être la mieux connue. Enfin, les grandes plantes toxiques, et ben après, quand on va dans son jardin, on est plus zen, on est plus tranquille. C'est comme quand on sait reconnaître la manite phalloïde et la manite tumouche, et voilà, on peut plus partir à la recherche des cèpes, l'esprit tranquille, quoi. C'est un peu ça, le béaba. En effet, oui, ça permet de partir un peu plus l'esprit serein. Je pense et j'espère qu'on aura l'occasion peut-être d'approfondir un peu plus le sujet sur les plantes dites toxiques, peut-être dans une autre vidéo avec un temps peut-être plus approprié. On arrive déjà au terme de cet échange, Véronique. On a bien condensé dans un peu plus d'une heure ce que tu peux transmettre de ce que tu sais des plantes médicinales. J'invite chacun à aller visiter un petit peu ton site, l'Herbier des Volcans. Je mettrai tous les liens en barre de description pour également les stages que tu proposes ainsi que les conférences, les animations. Comme on l'a vu, tu proposes vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et je te remercie infiniment de ce beau partage. Et encore une fois, j'espère que tu auras la disponibilité pour parler peut-être plus longuement des plantes toxiques, parce que là encore, j'ai beaucoup de questions pour toi. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire, parce que les plantes toxiques, on en voit notamment dans les champs. Et ça devient inquiétant aussi. Je pense à la présence exponentielle de datura dans les champs de blé. Oui, oui, il y a beaucoup de plantes, ce qu'on appelle les plantes invasives, Mhm. qui se font, voilà, qui sont fait une réputation, on va dire, assez diabolique et qui prennent beaucoup d'importance dans certaines régions bah, de grandes cultures, hein, parce que les grandes cultures favorisent l'expansion de ces plantes. Là aussi, j'avais fait un exposé, une animation autour de ça, et donc j'ai déjà commencé à bosser le sujet, en tout cas sur les plantes qui concernent la région Auvergne. Il faut voir qu'en fait, ces plantes-là, même si elles nous font peur, sont là en fait pour panser les plaies d'une nature qui est écorchée vive. Et les champs de grande culture font réellement penser à une peau qui a été arrachée et sur laquelle voilà, il faut absolument mettre un cataplasme. Donc dans ces milieux qui sont absolument détruits, je parle de la capacité de vie de la terre, qui est la capacité de fertilité vivante de la terre, c'est absolument c'est des sols morts en fait. Et donc il faut des plantes capables de pousser là-dessus pour reconstituer donc la couverture vivante de la terre, l'humus, tout ça. Et ben ces plantes-là, elles viennent d'ailleurs. Elles viennent d'ailleurs, mais c'est pas grave, il faut les accepter telles qu'elles sont. Et en fait, c'est aussi pour nous dire votre système, c'est un système mortifère, quoi. Il faut le revoir entièrement. Et c'est le seul moyen, en fait, de les ramener à leur juste place. Parce que dans leur pays d'origine, elles sont pas du tout envahissantes, hein. C'est des plantes tout à fait discrètes dans leur milieu naturel. On aura l'occasion, j'espère, de pouvoir en parler un petit peu plus longuement et, comme je le disais tout à l'heure, dans une session vraiment spécifique. En tout cas, je te remercie infiniment de tout cœur, Véronique, de toute cette belle transmission que tu apportes, cette passion que tu mets également dans ta démarche, dans tes recherches personnelles et quotidiennes, parce que c'est aussi ça, être botaniste, hein, c'est pas juste un savoir livresque, c'est vraiment un investissement au quotidien, une observation quotidienne. Ben, je te remercie beaucoup pour toutes tes questions pertinentes et puis d'avoir ouvert toutes ces pistes, en fait, qui reflètent tes centres d'intérêt, tes préoccupations. Et moi, du coup, ben, ça m'aiguille d'autant plus et ça me renforce dans mon idée de continuer à creuser et puis à diffuser tout ça. Bien, je te dis au revoir, surtout à très vite, hein. Comme je te dis, À bientôt, Daniel. je pense sincèrement que l'on aura l'occasion si tu es d'accord, de refaire des choses, de refaire des vidéos ou autres. Tout Et à fait.
J'invite encore une fois à tous les spectateurs d'aller visiter ton site, l'Herbier des Volcans, et ainsi de pouvoir découvrir toutes les belles choses que tu peux proposer. On parlait de l'Auvergne, mais pas que. C'est tellement plus vaste que ça. Tout à fait. Il y a un formulaire de contact et donc il est là pour poser des questions, pour faire, pour me voilà donner des préoccupations, ou simplement des idées aussi. Voilà. Moi ce que je recherche c'est le contact pour euh, pour les échanges. Tout le monde a des informations à se fournir dans ce domaine. À Encore une fois, bientôt, Daniel. merci infiniment et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Daniel.